Bonjour tout le monde. Je vais prendre quand même un moment pour vous remercier pour votre présence et aussi à toutes les personnes derrière l'organisation de ce colloque, particulièrement Joanne Desrochers et Virginie Monreno qui tiennent le phare du FBDM toujours avec vigueur et enthousiasme. Donc, merci. Puis, donc voilà, je suis vraiment contente d'être ici. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour du travail de Julie Delporte et de Catherine Oslo, qui sont deux autrices québécoises de bande dessinée. Elles ont déjà publié quelques albums. Je vais d'ailleurs... OK, ça fonctionne. J'avais un petit peu peur. Quelques albums. Je vais m'intéresser plus particulièrement à ces albums ici qui sont présentés. Ma proposition de départ était assez ambitieuse, entre autres, parce que je fais une comparaison de deux autrices, donc il y avait beaucoup de choses à dire. Et aussi parce que je m'intéresse à plusieurs albums, donc je vais quand même essayer de poser un regard un peu plus macro que micro sur leur travail. Donc, j'essaie de vous proposer en fait une analyse qui tient compte de leur évolution et de leur démarche un peu plus globale, prise un peu plus dans leur globalité. On verra si dans 20 minutes ça tient le coup. De prime abord, il peut peut-être paraître surprenant de comparer Julie Delporte et Catherine Oslo parce que leur esthétique respective est assez différente. Leur ton est tout à fait distinct. Je reconnais vraiment leurs particularités et je vais vous présenter quelques raccords. Mais dans ce que je pourrais un peu résumer de leur style, pour celles qui ne les connaissent pas, Julie Delporte, elle présente souvent, elle va utiliser en fait ces carnets d'écrivaines qui vont être présentés à même le récit. Il va y avoir beaucoup de couleurs, le propos va être très intimiste. Et cette narration qui n'est pas toujours linéaire au sens strict du terme, va aussi aborder la question du trauma et chercher aussi des résonances avec disons, d'autres œuvres ou d'autres esthétiques qui vont entourer l'autrice. Tandis que Catherine Oslo est plus dans un ton onirique, ironique. C'est même une contraction de ces deux adjectifs. Et elle va toujours représenter avec une certaine autodérision à la fois les ratés de la communication, mais aussi ses angoisses existentielles. Donc, il y a quand même des thèmes assez différents chez ces deux autrices-là. Le rapprochement que je propose aujourd'hui est plus dans le point de perspective, dans une sorte de posture initiale, comme je pourrais dire. Et en fait, si je vous fais cette proposition-là, c'est pour mieux entrevoir peut-être comment le traitement dans fiction, le traitement en auto-fiction ou en écriture du réel, comme je vais vous l'expliquer, donne une possibilité nouvelle pour traiter de certains enjeux féministes, et cette fois-ci vraiment dans les codes de la bande dessinée. Ma présentation porte donc sur en quoi et comment Delporte et Oslo déconstruisent des normes genrées dans leurs albums, que ce soit en se défaisant d'un patriarcat normatif dans la création, par exemple au niveau du male gaze, pour reprendre un peu la terminologie de Laura Mulvey. Ici, on pourrait même plus parler d'une construction d'un regard féminin autonome, mais aussi, et ça c'est assez important, je pense, dans ma proposition, c'est la perméabilité des formes artistiques et un maniement des codes qui sont propres en fait à la bande dessinée. Ma réflexion, en gros, s'est construite dans un double mouvement. D'une part, je m'attarde sur la prégnance d'une écriture du réel qui place en fait le je comme un centre de perspective depuis lequel on va faire l'analyse du monde qui nous entoure. Et d'un autre côté aussi, c'est le langage visuel qui va être pensé de manière que je vais qualifier d'écoféministe. C'est-à-dire que l'utilisation de l'espace et des éléments naturels est repensée pour entretenir un rapport au monde qui serait dépourvu de rapport de domination où il y a une sorte
d'harmonisation du soi avec la nature qui est utilisée dans leur langage visuel. Donc, ce que j'entends par écriture du réel, c'est vraiment, comme je l'expliquais, partir de soi pour établir son rapport au monde. Les démarches des deux autrices tendent vers un genre qui c'est vraiment principalement développé chez les autrices américaines, c'est-à-dire la creative non-fiction, ou même on pourrait appeler aussi par autocritique, ce qu'on nomme autotheory en anglais. C'est le cas, entre autres, de Maggie Nelson, comme, si vous voulez, une référence emblématique. Parfois traduite par journalistes littéraires, la creative non-fiction constitue, pour plusieurs écrivaines féministes, une reprise de pouvoir. C'est l'écriture qui parvient ainsi à se libérer d'un inconscient patriarcal, à révéler des possibles formels par une reprise de contrôle de la narration, qui, si elle emprunte des effets de fiction, comme si je peux me permettre de citer Jeannette, s'incarne dans un réel vécu, éprouvé, et qui n'a pas pu être énoncé dans une tradition patriarcale. C'est-à-dire que les autrices envisagent le monde, l'externe, à partir d'elles-mêmes, pour repenser les normes genrées d'un monde contrôlé par une frange dominante de la société. Pour mieux expliciter mon propos, je me permets de citer Monique Wittig dans son essai « La pensée straight ». Donc, je la cite. « Tout écrivain minoritaire qui a conscience de l'être entre dans la littérature à l'oblique, si je puis dire. Les grands problèmes qui préoccupent les littéraires, ses contemporains, lui apparaissent de biais et déformés par sa perspective. Les problèmes formels le passionnent, mais il est travaillé à cœur et à corps par sa matière, ce qui appelle le nom caché, ce qui n'ose pas dire son nom, ce qu'il retrouve partout, bien que ce ne soit jamais écrit. » Quand on s'attarde à une histoire des formes artistiques du point de vue de groupes marginalisés, on remarque cette entrée à l'oblique, ce besoin d'entrer en contact de manière différente avec les traditions, avec les conventions, de les repenser. Ça correspond, à mon avis, dans mon cas présent, à cette recherche artistique qui place le soi comme point de départ, point de perspective, des autrices qui pratiquent du journalisme littéraire, comme Delporte et Osso dans ce cas-ci, mais aussi qui les présente dans une sorte de quête de sens, qui est omniprésente aussi dans les thèmes de leurs albums, là, puis pas seulement dans un précisément, c'est quand même un enjeu qui est récurrent. Là, je vais vous présenter quelques extraits pour un peu illustrer mon propos. Donc, sur l'image, oui, à votre gauche, c'est pas inversé. C'est un extrait de l'album Journal de Jules Delporte, où, en fait, cette page, elle présente son projet, qui est d'écrire une page de journal, de la publier, à ce moment-là, la publier sur Internet, avant de le regrouper pour faire l'album, mais d'être dans une forme d'honnêteté et d'authenticité, donc de laisser aller le moment présent et de le présenter tel qu'il est, sans revenir nécessairement pour rééditer ce qu'elle s'est permise de dire cette journée-là. Et à droite, on a un extrait de La vie d'artiste de Catherine Oslo, qui se représente en fait même en discussion avec Jules Delporte et Daphné B., une poète et essayiste, qui discutent des enjeux de représenter des gens dans leurs albums, des personnes réelles, et de comment elles voient un peu le paradoxe ou le dilemme éthique par rapport à ça. Donc déjà, on voit que le réel est abordé quand même différemment chez ces deux auteurs-là. Mais dans les deux cas, ce qu'on peut un peu rapprocher, encore une fois, c'est cette idée où le soi est l'autorité quand même dans le récit qui va guider le projet. Et j'avais un autre exemple
du prochain, en fait, c'est un peu une exclusivité que je vous présente, du prochain album de Catherine Oslo, Symptômes, où, en fait, quand je parlais aussi de ce ton un peu ironique et onirique tout à la fois, où Catherine qui se représente en train de chercher, d'être en quête d'une mère symbolique, et elle fait un rêve où elle a trouvé sa mère symbolique, et c'est Björk, et elle se rend compte qu'elle ne peut pas entrer en contact avec elle parce qu'elle ne parle pas l'islandais. Donc, elle est comme condamnée à ne pas avoir ce regard maternel rassurant sur elle, même d'une manière symbolique et imaginée. Donc, ce que je voulais un peu montrer dans ces deux exemples-là, c'est on pourrait parler de représentation de l'auteur, de mise en danger de l'auteur, on pourrait parler d'autobiographie ou d'autofiction et d'essayer de démêler vraiment les particularités de chacun de ces genres qui viennent jouer avec le réel, qui viennent interférer avec le réel. Mais je pense que de regrouper ça un peu dans une écriture du réel, pour moi, je trouve que ça permet de faire un rapprochement intéressant, de voir vraiment comment l'intérêt pour ces autrices-là, c'est vraiment de repenser le monde dans lequel elles évoluent parce qu'elles ont besoin de faire autorité dans ce monde-là, donc pour pouvoir être en mesure de raconter leur vérité. Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire sur ce sujet-là. Je vais faire un petit détour à partir d'ici parce que j'ai parlé un peu de cette question-là du réel qui s'est appropriée par Catherine Oslo et Julie Delporte. Mais souvent, on oublie que ces recherches-là ne sont pas que contemporaines, elles ne sont pas que récentes. C'est pas nécessairement des formes hybrides, c'est pas nécessairement des œuvres qui vont être canonisées, surtout à certaines époques. Et dans cette recherche quand même d'une matrilinarité ou d'une consécration quand même dans le temps qui occupe ces écrivaines-là. Je trouvais ça intéressant de revenir sur une autrice qui s'appelle Charlotte Salomon, que peut-être vous avez entendu parler parce qu'il y a un roman fictionnel, historique, qui avait été écrit par David Foikinos à son sujet. Mais en fait, Charlotte Salomon, c'est une autrice qui a créé une œuvre littéraire que je pourrais qualifier de roman graphique, même si c'est un terme controversé. Parce que dans le fond, c'était vraiment un projet d'écrire un roman, mais dans lequel s'est greffé vraiment toute une dimension graphique et un projet multidisciplinaire. C'est une œuvre qui fait plus de 800 pages. Donc, c'est assez imposant. C'est un livre très, très, vraiment magnifique. Et je le mentionne parce qu'il est disponible à la BNQ, donc allez l'emprunter. C'est vraiment une curiosité à aller voir. Donc, c'est ça, Charlotte Salomon, c'est une autrice qui est née en 1917 et qui est décédée en 1943. Là, je vais vous citer des parties de la préface de l'ouvrage. Je me présente pas comme une spécialiste de cette autrice-là. Ça a été la dernière étudiante juive des Beaux-Arts de Berlin. Et en fait, en 1938, elle a fui l'Allemagne pour se réfugier en France chez ses grands-parents maternels, donc elle ne les connaissait pas très bien. En fait, avec toute la tension de la guerre, sa grand-mère s'est défenestrée devant ses yeux. Elle s'est suicidée comme ça. Et elle a appris en même temps, Charlotte Salomon, en discutant avec son grand-père, qu'en fait, elle venait d'une lignée où, depuis 3 générations, les membres de sa famille se suicidaient. Même, elle a appris à ce moment-là qu'elle-même, sa mère s'était suicidée, elle ne le savait pas, puis que sa tante, dont elle porte le prénom, s'était aussi suicidée, mais de manière quand même assez violente. Donc, Charlotte Salomon, à partir du moment qu'elle apprend cet héritage-là qui est absolument horrible, et en même temps, je le rappelle, c'est la Deuxième Guerre mondiale, elle est juive, donc il y a comme, disons, deux menaces, une malédiction politique et une malédiction familiale qui pèsent sur elle. Elle va donc se plonger dans l'écriture de sa vie. Son œuvre en fait, elle va peindre près d'1 millier de gouaches. Elle va quand même en garder seulement qu'une partie pour illustrer son propos. Et ce roman de sa vie, elle le nomme « Vie ou théâtre » avec des points d'interrogation. Et ce qui est intéressant dans ce rapprochement-là,
que je fais avec cette autrice-là, c'est que on est, tu sais, c'est comment je disais, pourquoi je parlais de roman graphique, c'est que je ne pense pas que Charles Salomon envisageait son œuvre comme une bande dessinée à ce moment-là, mais il y a quand même vraiment une approche séquentielle de l'image. On voit comme dans ces exemples-là, on ne voit pas très bien pour vous à l'écran. Puis je suis désolée, c'était un livre qui était difficile à numériser, à prendre en photo avec sa grosseur. Mais l'histoire avance, les dialogues qu'on voit font avancer quand même la narration. Puis comment c'était conçu à la base, c'était vraiment des gouaches sur lesquelles un papier calque était appliqué pour le dialogue. Donc il y avait comme un double jeu. Les textes qui sont en bas, c'est des traductions de ces dialogues-là. Et c'était écrit en français, en allemand, puis là, j'ai oublié la troisième langue, mais il y avait comme plusieurs langues utilisées. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je vais juste mettre une dernière image. Donc, c'est ça, le titre, c'est vraiment « Vie ou théâtre ». Et donc, je trouvais ça intéressant quand même de rappeler que dans ce rapport au réel, dans cette reconfiguration à partir de soi, c'est quand même une réflexion qui a habité beaucoup d'autrices depuis longtemps et que je pense que quand même dans un rapport à l'image et au texte, là, il y a quand même dans ce cas-ci une vraie articulation entre le texte et l'image. On voit que ça fait quand même partie des réflexions de l'autrice, de comment intégrer le réel et comment aussi reprendre le fil d'une narration sur sa vie qui était quand même, c'est au moment où elle avait l'impression qu'elle était piégée et c'était quand même un drame insurmontable à remonter. Et tragiquement aussi, elle va décéder à Auschwitz 1 an ou 2 plus tard, après avoir écrit cette œuvre et par chance, on a réussi à le préserver, cette œuvre. Donc, c'était mon petit détour par Charlotte Salomon. Et je vais un peu arrimer la question de cette expression de soi, de l'écriture du réel à l'espace, comme je vous disais au début, là, en 2 temps. Donc, maintenant, je m'intéresse plus à comment l'espace, en fait, comment l'espace qui est transmis dans représenté dans ces œuvres-là, va refléter un nouveau rapport au monde, mais toujours à partir de soi. C'est une citation de Jacques Sanson. En fait, c'est un ouvrage assez intéressant, autobiographisme, bande dessinée, représentation de soi. Il signe un article qui s'appelle l'éco-biographie en bande dessinée. Et je vais vous lire la citation, puis après, je vais commencer à vous en parler. Donc, l'expression de soi peut façonner un regard tout aussi pénétré de subjectivité et d'authenticité en se portant vers les choses matérielles. Il n'est plus question alors de planter un décor ou d'établir une atmosphère, mais plutôt d'affirmer une présence au monde sensitive et baignée d'affect et d'éprouver à travers sa manifestation une émotion identitaire originale. Et cette citation-là de Jacques Sanson, je la trouvais à la fois très pertinente, très... je trouvais qu'elle m'a vraiment fait avancer dans ma réflexion par rapport à à la question de l'espace dans ces œuvres-là, en parlant un peu d'une écologie peut-être de l'affect, si je le traduis un peu. Je vais un peu plus loin que ce qu'il... pas plus loin, mais je déforme un peu sa pensée peut-être. Mais c'est que dans le fond, l'espace en bande dessinée, et on l'a vu un peu aussi ce matin, devient une espèce d'outil, non pas pour juste créer une atmosphère, mais pour vraiment refléter la subjectivité soit du personnage ou, dans ce cas-ci, d'une réflexion sur le monde. En ayant comme formé un nouveau centre de perspective, les autrices ont permis de faire jaillir une esthétique, une posture qui représente un rapport féministe à l'espace, au monde vivant, qui présente une démarche c'est ça que j'ai qualifié d'écoféministe de la bande dessinée. C'est pas des procédés qui sont nécessairement neufs, là, comme je disais, on l'a vu un peu ce matin dans d'autres cas, mais la différence, c'est que je pense quand même que l'espace et la nature et comment ils sont investis, chargés, c'est assez différent chez ces autrices-là ou dans d'autres perspectives aussi féministes. Et je vais vous montrer quelques exemples. Ah, j'avais oublié de vous montrer ce titre. Donc, encore une fois, dans la vie d'artiste de Catherine Oslo,
Dans cet extrait, elle essaie de comprendre comment son amie Natacha Cuitendre arrive en fait, comment elle est présentée dans l'extrait, à bien vivre de sa carrière d'artiste ou en tout cas de vivre avec une certaine aisance, une certaine affirmation, tandis que Catherine, elle peine à monter, il manque un soulier, puis elle va tomber de larmes. Et ce que je trouvais quand même intéressant dans cette utilisation de l'espace, non seulement tous les personnages du livre sont présentés à demi-oiselle, à demi-humaine, mais aussi il y a quand même une sorte de tendresse dans le lien entre les deux personnages et quand même, excusez-moi, je me perds un peu, mais j'ai oublié mon idée. Mais dans cette utilisation-là de l'espace, je trouve quand même que ça permet d'exprimer quelque chose sur la véritable pensée de Catherine Oslo ou dans de Catherine, son alter ego dans l'extrait. Et qu'une forme aussi de réappropriation aussi de l'espace. Je vais passer à un extrait dans Symptômes qui, en fait, c'est un moment où le personnage reçoit une mauvaise nouvelle, une confirmation de ses angoisses et va voir, on voit une exagération d'une tempête à Montréal. Là. Donc, on comprend qu'il y a une réflexion de son angoisse sur l'espace extérieur. Puis la case qui va suivre, c'est des pleines pages, c'est une image intérieure de toutes ces plantes dont elle prend soin. Donc, on voit déjà une succession, j'allais dire un contre-discours, mais pas tout à fait ça, une sorte d'opposition entre les deux images, de l'intérieur et de l'extérieur, mais aussi quand même avec une forme de tendresse et on sent que le personnage est investi dans ces deux espaces-là, que son regard est investi dans ces deux espaces-là. Et en fait, l'écoféminisme, je pense que ça s'applique encore de manière plus prégnante à Julie Delporte. Et là, mes extraits viennent tous de son essai, de son album « Moi aussi, je voulais l'emporter ». Parfois, je le qualifie d'essai. Où là, en fait, elle explique qu'on ne lui a jamais expliqué comme d'où venaient les enfants dans la culture populaire. On dit que les enfants viennent des choux pour ne pas expliquer, en fait, pour ne pas nommer, dans le fond, la sexualité féminine. Et dans cette image-là, qui est vraiment d'une justesse très touchante, mais elle explique qu'elle essaie de dessiner son sexe de manière honnête et qu'en même temps, elle n'a jamais vraiment, qu'on ne voit jamais de représentation que je pourrais dire vulvaire dans l'imaginaire collectif, mais en même temps, elle superpose des images qui viennent quand même représenter d'une certaine manière symboliquement la vulve des femmes. Puis, donc, on est dans quand même une condensation de sens du texte, de l'image qui est vraiment propre à la bande dessinée. Et c'est aussi de redonner un sens différent à des symboles. Je pense pas qu'on voyait une laitue de la même manière après avoir vu cette planche-là. Une autre succession texte-image de Julie Delporte ici, où la phrase ici, elle se demande si, comme elle a vécu un viol dans sa vie, qu'elle n'a pas pu en parler, combien de femmes de sa famille ont été violées, et elle les représente sous forme d'oiseaux, donc avec des prénoms. Donc on sent à la fois un regard de j'aurais voulu les protéger, mais c'est aussi inaccessible, c'est un peu ailleurs. Puis il y a une part aussi peut-être d'adoucir, de respecter le secret de certaines femmes dans sa famille. Peut-être aussi, il y a toutes sortes de réflexions et d'interprétations qu'on peut donner de cette planche-là. Mais ce que je trouve important, c'est justement une utilisation quand même de l'espace qui vient être investi d'un autre sens. On donne un autre sens à l'imagerie de la nature, et ce sens-là est un jeu qui affirme et qui se réapproprie la représentation.
Et mon dernier exemple, c'est dans le fond, dans cette scène où la narratrice part en camping toute seule une nuit et elle se sent en sécurité parce que elle se sent pas tout à fait en sécurité en fait et elle a sorti son opinel au cas où. Puis finalement, ben il se passe rien, tout se passe bien. Le lendemain matin, elle voit un phoque et on sent quand même dans cette succession-là d'images qu'elle est comme en communion, en harmonie avec l'espace, qu'elle se sent accueillie dans cette aventure en plein air. Puis je pense que ça vient un peu renvoyer un message de sécurité, un message où on sent que l'espace et l'aventure appartiennent à la narratrice, qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher de s'y investir. Donc, c'est un peu là que je veux amener la question de l'écoféministe. Et j'ai bientôt terminé tout ça. Je voulais juste préciser quand même qu'une écriture écoféministe n'est pas nécessairement une écriture militante, politisée dans le sens où elle serait revendicatrice. On n'est pas dans un message sauvons la nature doit être préservée parce que c'est important, mais ça révèle une posture quand même qui est politisée et consciente de son espace et qui a besoin de s'y refléter, de rapporter son rapport au monde. Dans les œuvres de Delporte et d'Oslo, la nature et l'espace sont pensés, présentés au lecteur de manière graphique, donc dans une condensation de sens. On n'est pas ailleurs qu'en bande dessinée à ce moment-là. Et en fait, je pense que je vais terminer là-dessus et je vais juste vous laisser une petite citation de Charlotte Salomon. Et voilà, c'est tout.